début, on essaie de vous donner un maximum d'informations. Donc, Pierre va mettre un petit partage d'écran. Il va vous montrer un petit peu tout ce qu'ils font. Et puis, l'idée, c'est que c'est interactif. On est en petit comité. Il y a à peu près une centaine de personnes qui ont pris une place aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à poser des questions. On est en direct à la fois sur Zoom, sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, posez vos questions et puis je pourrai les poser à nos intervenants très rapidement. Pierre, je vais te laisser faire le début de la présentation et puis moi, je reviendrai pour vous poser des questions à tous les trois. Merci beaucoup, Romain. C'est toujours un plaisir d'être présent sur la chaîne French Morning. Et merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette présentation. Voilà, comme tu l'as bien dit, on a la chance d'avoir Joachim et Michael avec nous, deux professionnels de l'immobilier et de la fiscalité américano-française, on va dire, et internationale. Et Joachim, qui est aussi investisseur chez Landquire. Donc, je vais vous expliquer un peu Landquire pour les nouveaux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une PropTech company. Donc, c'est une société qui fait de l'immobilier en utilisant la technologie. Donc, je vais vous partager mon écran de suite pour vous montrer notre outil technologique principal qui s'appelle le LQ Factor que nous avons créé nous-mêmes. Donc, le LQ Factor, en fait, va récupérer les bases de données des 3216 comtés aux États-Unis et cela nous permettra d'avoir des indicateurs de marché en fonction de ces bases de données qui sont basées sur les résultats et les chiffres du marché immobilier sur les 12 derniers mois. Donc, par exemple, je vais aller à San Bernardino County, California. Pour la petite histoire, c'est là où a été créé McDonald's. Par les fondateurs de l'époque. Et je vais savoir, par exemple, combien de terrains ont été vendus les 12 derniers mois. Donc, j'ai 7766 terrains. Combien sont en vente aujourd'hui sur le marché? Donc, 623. Et en faisant la division de ces deux chiffres, cela va me donner un facteur. Donc, plus le facteur est élevé, plus la vélocité du marché est intéressante pour Landquire. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de biens qui ont été vendus les 12 derniers mois et qu'il y en a peu aujourd'hui sur le marché, donc moins de concurrence et beaucoup de demandes. Donc là, un facteur à 12,47, c'est un indicateur de marché qui est très intéressant pour Landquire. Ensuite, le COEF 360, qui est le deuxième indicateur le plus important qu'on va aller rechercher, c'est le Average Days on Market, donc le nombre de jours qu'un bien prend pour être revendu. Donc, plus ce terme est bas, plus le marché est actif, est intéressant, c'est-à-dire que les biens se revendent rapidement. Notre objectif étant d'acheter et de revendre des biens en faisant le maximum de profit et dans un temps compétitif, ce sont les deux indicateurs qu'on va aller regarder sur ce logiciel. Et sur les 3216 comtés, au final, cela va permettre de filtrer et de récupérer les 100 comtés où la vélocité est la plus intéressante. Ensuite, donc, une fois qu'on a repéré ces comtés, l'avantage aux États-Unis, c'est que nous sommes en open data. On a accès aux bases de données et aux informations de la totalité des propriétaires de biens immobiliers. Nous pouvons savoir leur nom, leur adresse personnelle, leur numéro de téléphone. On peut savoir leur situation financière aussi, s'ils ont divorcé récemment, s'ils sont en cours de succession, s'ils ont hérité du bien récemment, s'ils doivent de l'argent à l'État, ils n'ont pas payé leurs taxes. Donc, cela nous permet aussi de récupérer des propriétaires qui sont en situation financière, on va dire, délicate et qui sont plus à même à accepter des offres cash en dessous du marché, puisqu'ils sont en besoin financier urgent. Le temps est plus important que l'argent pour eux. Donc, nous allons récupérer ces bases de données et ensuite, nous allons les envoyer à notre équipe de data analyst et de web designer qui est aux Philippines et Bangladesh en remote. Ils vont analyser plus de 100 000 propriétés par mois et nous allons estimer la valeur du bien et le potentiel de revente du bien. Donc, ce sera le premier filtre. On va, si par exemple un bien vaut 100 000 $, nous allons donc envoyer ou bien une lettre à l'adresse personnelle du propriétaire, ou bien un email, ou bien on va l'appeler en cold call, qui est
tout simplement, on a une liste de 5000 personnes et nous avons une équipe qui les appelle chaque jour pour savoir s'ils sont intéressés à vendre leurs biens. Nous allons leur faire des offres cash avec un closing en 3 à 4 semaines, entre 30 000 et 50 000 $, donc c'est-à-dire 30 à 50% du prix du marché de ce bien immobilier. Sur les 100 000 offres, nous allons avoir 100 propriétaires qui vont nous rappeler pour nous dire qu'ils sont intéressés, qu'ils ont besoin de revendre, qu'ils sont intéressés à revendre. Nous avons une équipe d'acquisition qui est basée au Salvador, qui va rappeler les propriétaires et faire une étude beaucoup plus approfondie sur chaque parcelle afin de filtrer et de récupérer les meilleurs biens qui sont le plus à même de se revendre rapidement et générer un profit très important. Donc, nous avons 120 critères de sélection pour noter ces parcelles de A à F et nous allons signer avec les parcelles qui sont notées entre A et B. Ensuite, nous allons appeler les professionnels locaux, donc des agents immobiliers, des géomètres, des experts immobiliers, des droneurs, qui vont nous faire, donc l'agent immobilier va nous faire un avis de valeur, un CMA, qui va nous permettre de savoir à combien on peut revendre le bien et en combien de temps en moyenne. C'est une estimation, bien sûr, mais nous permet de donner une range. Et ensuite, donc nous allons faire une étude de sol pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain, quelle est la meilleure utilisation. Nous allons faire des études auprès du comté pour savoir le zoning, le règlement d'urbanisme. Et donc, nous allons avoir par parcelle, par bien, une brochure de 20-30 pages où nous savons exactement où nous mettons les pieds. Sur les 100 propriétaires qui vont nous rappeler, au final, nous allons peut-être signer entre 15 et 20 biens en dessous du marché avec des propriétaires motivés à vendre. C'est à ce moment que, donc là, j'interviens dans ce département, c'est le département levée de fonds, où nous avons donc cette marketplace qui est notre site internet, lenquiredeals.com, où vous pouvez, donc, il suffira je vais me log out et je vais vous montrer comment s'enregistrer sur notre marketplace et avoir accès à nos opportunités et pouvoir investir vos fonds sur ces opportunités. Donc, voilà comment se passe. Donc, ça, c'est la première page. Il suffit de cliquer sur Register. Et là, vous allez mettre vos informations, créer un mot de passe avec votre adresse email. Et cela va vous donner donc des accès qui vous permettra d'avoir un compte. C'est 100% gratuit. Nous allons recevoir une notification de votre enregistrement. Et cela nous permettra de vous contacter pour savoir si vous souhaitez des informations ou vous aussi d'avoir accès à nos offres pour pouvoir y participer. Donc, je vais vous montrer comment cela se passe. Alors, voilà, je me connecte et vous avez donc la partie… alors, parfois ça arrive, il faut refaire une deuxième fois et ça passe. Donc, vous avez la partie Available Deals qui est juste là. Et en ce moment, donc, nous avons 2 offres disponibles. Nous avons des offres disponibles en achat-revente de terrains. Ce sont des terrains résidentiels qui sont viabilisés, qui sont déjà prêts à être construits, que nous avons signés en dessous du marché et qui valent beaucoup plus que ce que nous avons acheté, enfin, que nous avons négocié avec le propriétaire. Donc, nous allons lever 185 000 $ au total pour acheter ces 2 parcelles, avec des tickets d'entrée à 25 000 $ auprès de plusieurs investisseurs. Et ensuite, nous allons donc tout simplement les remettre sur le marché. Nous avons un potentiel de revente à 250 000 $ net, après dépenses, donc le closing cost, frais de notaire et les frais d'agence. Et nous avons un partage des profits à 60-40 avec les investisseurs, donc 60% les investisseurs, qui leur permettent de faire un retour sur investissement entre 17 et 18% net estimés. Bien sûr, tout ça, ce sont des estimations conservatrices en termes de potentiel de profit. Nous allons chercher un peu plus. Et de timing de revente, on préfère vous donner un timing plus important et de prendre une marge pour être sûr de pouvoir respecter ces timings. Donc, achat de 2 parcelles. Là, il y en a une dans l'Alabama, qui est une parcelle résidentielle entourée de maisons, qui est à 1h20 de Birmingham, qui est la ville principale de l'État de l'Alabama. Nous essayons d'acheter nos parcelles dans les alentours des villes principales, que ce soit dans les suburbs ou au moins à 1 heure maximum.
qui restent des zones attractives et où il y a de l'activité. La deuxième parcelle est une parcelle qui est not zone. Ça veut dire qu'on peut faire du résidentiel, du commercial et de l'industriel sur cette parcelle qui fait plus de 20 acres. Donc, voilà, on a de la surface. Par exemple, un promoteur qui veut faire un projet mixed use entre commercial, résidentiel, industriel. Et nous sommes à 37 minutes de Waco, qui est l'une des villes principales du Texas, qui est en plein développement en ce moment, donc proche de Houston, Dallas, San Antonio. Donc, le principe est assez simple, achat, revente de terrain et partage des profits avec les investisseurs. Donc, nous avons fait cela depuis, ça fait 2 ans et demi maintenant que Landquire existe. Nous avons plus de 200 investisseurs qui ont investi 14 millions de dollars sur un portfolio qui vaut 20 millions de dollars sur le marché. Nous avons déjà revendu 40% de ce portefeuille et nos investisseurs ont déjà récupéré entre 18 et 19% de retour sur investissement net. Il y a bien sûr d'autres parcelles qui sont en cours de vente. Et donc, on a, depuis l'année dernière, le marché a un peu switché, on va en parler avec les autres professionnels, c'est qu'on a eu c'est un courant inflationniste suite à l'injection de trilliards de dollars sur le marché américain durant le Covid pour aider l'économie. On a eu 21 trilliards de dollars qui ont été injectés sur le marché, des taux d'intérêt très bas. Donc, les fonds d'investissement de Wall Street en ont profité pour acheter des milliers et des milliers de single-family homes, des maisons, à des prix beaucoup plus importants que les prix du marché, puisque l'argent coûtait peu cher. Donc, ça a créé un courant inflationniste sur l'immobilier. L'immobilier a boomé, surtout dans des zones comme la Floride, où il y a eu beaucoup de déménagements de New-Yorkais et de Californiens. Et donc, on a une augmentation du prix de l'immobilier et juste après, augmentation des taux d'intérêt, puisque cet argent donc, qui a été déboursé par la Fed doit revenir dans les caisses de la Fed par quelconque moyen. Donc, augmentation des taux d'intérêt, augmentation des taxes, des prix de l'immobilier, des prix de la consommation. Donc, on a trouvé une niche qui est parfaite pour ce type de situation, parce que quelle que soit la situation financière, il faut toujours trouver l'opportunité qui est adaptée et qui permet de quand même générer des profits dans ce type de situation. Et donc, on s'est rendu compte que la niche actuelle, c'était le affordable housing, donc les maisons abordables pour des budgets qui ont été réduits. Un Américain moyen en Floride, par exemple, avait 450 000 dollars de budget pour une maison de 3 chambres, 2 salles de bain de 120, 130 mètres carrés il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, ce budget a été réduit entre 250 et 300 000, mais le prix de l'immobilier a augmenté. Donc, il faut trouver un juste milieu avec des maisons qui sont solides, qui sont faciles à être construites et qui sont quand même anticycloniques, antisismiques, anti-corrosion et qui peuvent être assurées. Donc, nous avons créé des relations avec des fournisseurs de maisons préfabriquées en Géorgie et donc, nous avons la technologie qui nous permet de trouver les marchés à forte demande, notre force de négociation qui nous permet d'acheter des terrains en dessous du marché. Et maintenant, nous avons des wholesale price, donc des prix de gros auprès de l'usine de maisons préfabriquées. Et nous avons aussi des prix de gros auprès des constructeurs locaux. Donc là, nous faisons sur la Floride des opérations de construction et revente de maisons préfabriquées avec une belle marge de profit qui sera bien sûr partagé avec les investisseurs. C'est le même principe, nous allons lever des fonds pour acheter les terrains et les maisons, ensuite nous allons les remettre en vente et quels que soient les profits réalisés, ils vont être partagés entre les investisseurs et Landquire. Donc c'est ce type de maison. En ce moment, nous travaillons donc, sur ce portfolio sur la zone de Bunnell. C'est une zone qui est comprise entre Orlando et Jacksonville sur la côte est de la Floride, à 20 minutes de la plage, de la mer. Et donc, nous allons lever 1 125 000 dollars pour faire l'acquisition et construction de 10 maisons avec un sales price net à 1,4 million,
316 000 $ de profit net sur l'opération, une fois que les 10 maisons sont revendues, et un partage des profits avec les premiers 8% de profit versés en priorité aux investisseurs. Donc, c'est une sécurité comme quoi ils auront au moins 8% de profit. Et quel que soit ce qui est réalisé en top des 8%, il y aura un partage à 70-30, ce qui amène le retour sur investissement net des investisseurs à 21%, avec donc un ticket d'entrée à 50 000 $ pour participer à cette offre. Donc, je vais vous montrer un peu l'étude de marché que nous avons faite avant de décider de vendre ce type de bien. Nous avons été donc sur Zillow. C'est assez simple en fait. Donc là, c'est la zone dans laquelle nous allons faire nos opérations. Il s'agit d'une résidence qui est très connue et qui accepte les maisons préfabriquées dans la zone de Bunel. Donc Bunel, c'est juste ici. Vous voyez la côte est qui est là. Nous avons, pour vous montrer les villes principales, nous sommes au milieu du triangle entre Orlando, Gainesville et Jacksonville, un peu plus en hauteur. Jacksonville est ici, Gainesville est là, Orlando est ici. En fait, donc vous voyez ce rectangle qui est là. Bunel est pile sur le passage, sachant qu'on a Saint-Augustine qui est proche, Daytona Beach. Donc, c'est une zone qui est très active, où il y a beaucoup de demandes, où il y a 900 nouveaux visiteurs en Floride qui déménagent sur la Floride. Donc, c'est un marché très florissant et une localisation qui est très intéressante. Maintenant, quand vous regardez, donc là, c'est les dernières manufactured homes qui se sont vendues dans ce lotissement durant les 12 derniers mois. Et on regarde cette maison, elle a été vendue le 15 mai 2023, c'est-à-dire hier. Donc, on va regarder, OK, il y a 1568 square feet, ça a été vendu à 259 000 $. Donc, je vais faire une moyenne. 259 000 divisé par 1568, je vous le fais devant vous, on est à 165 $ du square feet. Okay. Aussi, je vais regarder le timing de revente. En combien de temps cette maison s'est revendue? Donc, je vois. Alors, eux, ils avaient testé le marché un peu plus au-dessus, à 178 square feet, $ du square feet, le 8 décembre. Bon, après un mois, ils se sont rendus compte, sans doute, ils n'ont pas eu d'appel ou de visite, ils ont changé le prix. Ensuite, ils l'ont remis à 259 000 le 14 mars. Ensuite, un mois plus tard, ils ont signé un compromis de vente et un mois plus tard, c'est vendu chez le notaire. Donc, ce sont des timings qui nous intéressent énormément. Il faut savoir que ce sont des maisons, nous achetons le terrain, nous faisons le clearing et la demande de permis. Le permis prend environ 2 à 4 semaines à être accepté. En attendant, nous avons fait la commande auprès du fournisseur qui prend environ 2 mois, 2 mois et demi pour livrer la maison clé en main sur le terrain. Donc, de l'achat du terrain à l'arrivée de la maison, il peut se passer environ 3 mois. Et une fois que la maison est sur place, nous avons donc un marché qui est très actif. Je vais vous montrer d'autres exemples de maisons qui sont revendues très rapidement dans cette zone, tant qu'on est bien sûr au prix du marché. Ça, c'est bien sûr très important. Donc là, je vais voir 254 000 $ à 1952 square feet. Je suis à 130 $ du square feet. Là, ça a été vendu très bas, ce que je trouve. Mais en combien de temps? All Newer 2021. OK. Là, listed for sale le 13 février. Ils ont changé le prix le 1er mars, le 5 mars, donc 4 jours plus tard, une fois que le prix a été changé. Ça a été signé et je vois que ça a été revendu au-dessus du marché. Donc là, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu de la concurrence. Il y a eu plusieurs offres et au final, ils ont signé au-dessus du prix de l'annonce. Donc, ce qui est aussi un très bon signe que c'est un marché actif et qu'il y a beaucoup de demandes pour ce type de maison. Je vais reprendre un troisième exemple, voilà, pour être sûr. 244 000 $.
divisé par 1244, je suis à 196 $ du square feet. En combien de temps cela s'est vendu? Alors eux, ben voilà, ça c'est le contre-exemple, j'aime beaucoup. 2 mai, ils ont voulu la vendre à 320 000 $, soit 257 $ du square feet. Descente de 20 000 $, encore une descente de 20 000 $, encore une descente de 10 000 $. Finalement, à 270 000 $, ils l'ont vendu à 244. Ça, c'est une règle d'or dans l'immobilier. Si vous voulez revendre un bien au-dessus du marché, au final, vous le revendez après les autres et en dessous du marché. Donc ça, c'est une règle qui est très importante pour nous dans nos estimations, c'est qu'on fait en sorte d'être ou bien au prix du marché ou même un peu en dessous. De toute manière, nous avons une telle marge que même en revendant en dessous du marché, nous faisons quand même des profits. Donc le temps est plus important que faire un coup et revendre au-dessus du marché, ce qui va arriver une fois sur 30, mais on ne peut pas scaler sur cette idée. Donc, voilà, les maisons préfabriquées se revendent rapidement. Nous avons un beau potentiel de profit, donc nous avons décidé de proposer ce type d'offre à nos investisseurs. Alors, je vais vous montrer maintenant une petite présentation générale de Landquire en chiffres et des projets manufactured. Alors là, on est à la fin. On va reprendre cela, voilà. Donc, Landquire, depuis sa création, donc comme je vous ai dit, c'est 14 millions de dollars investis par 200 investisseurs. Le portefeuille vaut 20 millions de dollars. Nous possédons 56% des profits qui vont être réalisés à la revente de ces biens. Cela concerne 160 parcelles et nous avons déjà revendu environ 70 parcelles. Sur des offres en joint venture, private venture, donc ce sont des contrats de partenariat entre 2 investisseurs et Landquire, et sur des offres en portefeuille d'investissement avec plusieurs parcelles et plusieurs investisseurs entre 10, 20, 30, sachant que nous sommes régulés par la SEC pour les offres en portefeuille et limités à 35 investisseurs, 20 investisseurs accredited et 15 non accredited en 506B regulation. Donc, les joint ventures en général sont une période de 1 an, avec un retour en moyenne de 16, 17, 18%, et les portfolios sur 2 à 3 ans avec des retours entre 30 et 35% net. Voilà, donc là, c'est la présentation du projet MHquire Portfolio 5 qui est en ce moment disponible avec une levée de fonds d'1 125 000 $ et un retour compris entre 19 et 22%. Ce sont des maisons, 3 chambres, 2 salles de bain de 1500 square feet, donc environ 130, 135 mètres carrés, sur des parcelles de 1000 mètres carrés, donc a quarter acre. Donc, ce sont des maisons qui nous coûtent, terrain plus maison, 160 000 $ et qui se revendent net à 260 000 $. Donc, il y a une belle marge. Là, vous voyez, donc ça, c'est une brochure que je peux vous partager. Vous pouvez voir les adresses de chaque parcelle qui sera acquise et vous pourrez vérifier de vous-même. Là, c'est l'un des modèles qu'on peut proposer. Voilà, les maisons préfabriquées qui sont en ossature métallique, donc qui est très solide et qui sont en fait fixées au sol par des pieux qui vont à 4-5 mètres dans le sol. Donc, ce sont des maisons qui sont solides. Ce ne sont pas des mobile homes ou des RV parks. Ce ne sont pas des maisons en béton. C'est entre les deux. Ce sont des maisons rapides à construire, mais quand même solides et antisismiques, puisqu'elles peuvent résister à des vents entre catégorie 4 et catégorie 5. Donc là, c'est l'intérieur de la maison. Vous voyez, ce sont des maisons classiques, agréables pour monsieur et madame tout le monde. Nous visons en fait la middle class qui vont avoir accès à des FHA et USDA loans. Donc, ce sont des prêts gouvernementaux qui permettent des down payments, donc des apports de 3 à 5% et des taux d'intérêt moins importants que le taux du marché. Donc, voilà les 2 offres qu'on peut vous proposer, achat-revente de terrain et maison préfabriquée. Et j'en profite pour rajouter en dehors des offres d'investissement en achat-revente de biens immobiliers, notre société ayant 2 ans et demi d'activité,
Nous avons décidé d'ouvrir le capital l'année dernière à de futurs actionnaires. Donc, nous avons ouvert le capital à hauteur de 15,16% pour une levée de fonds totale de 5 millions. Nous avons déjà levé 3,8 millions de dollars auprès d'actionnaires de Landquire aujourd'hui, qui nous ont permis d'accélérer le développement de la société, de continuer à embaucher et d'investir sur des nouveaux logiciels et des nouvelles opportunités d'investissement comme les manufacture home. Et aujourd'hui, donc, nous avons encore de la place pour arriver aux 5 millions. Donc, il reste 1 200 000 dollars pour faire partie de la première levée de fonds de Landquire qui a un ticket d'entrée à 100 000 dollars et qui a pour objectif une revente dans 3 à 5 ans avec un potentiel de x5 à x10 de sa valorisation actuelle, puisque en fait, nous nous basons sur le fait qu'avec nos technologies et notre base de données, nous avons accès à la totalité du marché américain, qui a une profondeur de marché de plusieurs trilliards de dollars sur le marché de la terre, mais encore plus sur le marché de la construction, puisqu'il y a un besoin actuel de 5 millions de maisons pour répondre à la demande des acheteurs, puisque les États-Unis ont sous-construit sur les 20 dernières années par rapport à l'augmentation de la population. Donc, il y a énormément de parts de marché à prendre pour notre propre tech qui fait tout en remote. Nous avons nos bureaux à Miami. Nous avons nos équipes en remote à San Salvador, Philippines, Bangladesh et Égypte. Et nous travaillons avec des professionnels locaux sur plus de 33 États aux États-Unis. Donc, on a un potentiel de développement qui est quasi illimité. It's a number game. Plus on a de fonds pour investir dans le budget marketing, dans les logiciels, dans l'équipe, plus on peut closer de biens en dessous du marché, réaliser des profits et augmenter bien sûr la valorisation de la société sur les années à venir. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de devenir actionnaire de cette société disruptive. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à organiser un appel avec moi. Donc voilà, là vous avez la possibilité, donc Joachim va parler, donc va prendre la main juste après moi. En attendant, si vous voulez booker un call avec moi, booker un call avec Joachim et avoir les informations de Michael, je vous invite à scanner ce QR code que je mettrai aussi, on va le remettre à la fin de la présentation. Merci Pierre. Joachim, la parole est à toi. Et puis, on reçoit pas mal de questions, donc Ouais. continuez à poser vos questions et on les prendra très vite. Je vais faire le stop sharing. C'est Merci, parti. Pierre. Je t'en prie. D'abord, merci à French Morning et bonjour à tous et à toutes d'être ici parmi nous. Alors, pour la petite histoire, donc, je m'appelle Joachim Gruet, je suis un ancien avocat du barreau de Paris. J'étais spécialisé en droit boursier et financier, donc un gros aspect déjà, travail avec les investisseurs. Et j'ai quitté le barreau de Paris il y a quelques années, je me suis installé à New York. Et j'ai accentué mes activités d'investisseur, ce qui m'a amené à rencontrer l'équipe de Landquire il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Alors, en tant qu'investisseur, je pense que l'intérêt de Landquire réside dans 2 choses principalement. La première, c'est la variété des outils que vous avez en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que vous allez investir, comme l'a dit Pierre, dans des joint ventures, dans des portfolios. Il faut comprendre qu'à travers ces termes peut-être techniques, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des investisseurs, il y a en fait un concept très intéressant, ce qui est ce qu'on appelle la mutualisation des risques. Quand vous avez un portfolio avec plusieurs parcelles, ou une joint venture avec plusieurs parcelles, le fait qu'il y ait plusieurs biens, c'est exactement comme d'être multipropriétaire quand vous avez plusieurs appartements à Paris, plusieurs unités. Si vous avez un appartement qui ne va pas avoir de locataire pendant quelques mois, vous n'avez pas une perte sèche de la quasi-totalité de vos revenus qui pose problème. C'est compensé par les autres. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, au niveau de ces portfolios, c'est que quand vous êtes associé à d'autres investisseurs, vous allez répartir en fait le montant d'achat. Donc, vous avez des postes, comme l'a dit Pierre, des petits tickets d'entrée qui sont de l'ordre de la dizaine de milliers de dollars. On a du 25 000, du 50 000, puis on peut monter jusqu'à 100 000 ou 200 000 si on a envie d'investir plus. Et c'est important parce que c'est le deuxième aspect, je pense, de Landquire. Les gros postes pour faire ce genre de rendement, moi, les seules fois où je les ai rencontrés en tant qu'avocat en droit financier, ce sont
c'est réservé à des investisseurs plus qu'avertis sur les marchés. Ce sont des tickets minimum d'entrée à 200 000 euros. Et là, vous pouvez avoir éventuellement un rendement qui est de l'ordre de 30%. Et on parle de shorting sur du DAX à Francfort. C'est des choses très techniques dans le détail desquelles on ne rentrera pas. Donc, vous avez ici des opérations simples, des outils simples, des algorithmes et des méthodes technologiques qui sont prouvées. Et à titre personnel, moi, j'avais investi dans un portfolio où je crois, Pierre, il y avait 17 parcelles, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. 38. 38, encore pire. Le deuxième aspect important, c'est, je pense, la timeline. Vous êtes aujourd'hui avec l'Enquire sur un marché où il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font ce qu'ils font. Et donc, à mon sens, la fenêtre d'opportunité est optimale pour se poser la question avant qu'éventuellement ce business model puisse commencer à être imité ou copié. Il y a des moments où des business ont un good feeling, comme on dit, sur ce qui se fait sur le marché. Et ça, c'est le deuxième gros avantage de l'Enquire. Évidemment, en tant qu'investisseur, vous avez donc différents moyens de vous positionner. Ce qu'on vient de voir avec l'Enquire relève de ce que j'appelle les petits postes, c'est-à-dire de la dizaine de milliers de dollars, de la centaine grand maximum. Moi, à titre personnel, et ce que je fais aujourd'hui comme travail, ça relève de gros postes de dépenses. Donc, quand on a des gros postes de dépenses, effectivement, l'immobilier s'impose mais aux yeux de tous les investisseurs dans le monde, comme une évidence. Pour vous donner une idée, je pense qu'à New York, donc sur le marché sur lequel je travaille principalement avec Barnes, j'imagine que vous connaissez Barnes parce que c'est très, très bien implanté en France, en Europe et puis dans 150 destinations dans le monde. Un ticket d'entrée, ce n'est pas 50 000 $. On va plutôt être sur 500 000 $. Et je vais essayer de vous expliquer les intérêts qu'il y a à investir sur un marché comme New York, parce qu'on sait que traditionnellement, nous, Français, avons tendance à être un petit peu frileux à l'idée d'explorer des marchés qu'on ne connaît pas bien, alors qu'il y a, aussi bien au niveau de l'Enquire avec Pierre qu'au niveau de l'immobilier, plus donc une unité, un appartement ou une maison à New York, ce qui donc relève du travail de l'agent immobilier et de l'équipe de Barnes. Les avantages que vous pouvez obtenir avec ce genre de transactions sont colossaux comparés au marché français. Pour vous donner une idée, un ticket d'entrée à 500 000 $ à New York, je vais faire le comparatif, même 550 000 $ et 500 000 € à Paris. Je dis Paris parce qu'il y a plein de petites différences avec les marchés du Sud qui ont des biens d'exception, etc. Mais prenons Paris qui est le marché le plus dynamique. 500 000 € à Paris, vous allez obtenir un T2 dans un quartier raisonnable, type 14e, 15e arrondissement, qui va se louer grand maximum, 1 800 € par mois, et pour lequel vous allez avoir environ 300 € de charge mensuelle. On est donc sur un calcul d'un revenu, en étant optimiste, de 1 500 € par mois sur 500 000 € investis. Et évidemment, après, ça dépend du montant que vous voulez investir. Mais si on prend ce même montant d'investissement, on ne va pas nécessairement en tout cas, ce ne sera pas ma première stratégie, vous faire investir sur Manhattan, sur lequel je reviendrai après. Mais vous avez des quartiers comme à Brooklyn, en gentrification, on propose des appartements dans des programmes neufs. Donc, vous n'avez aucun risque avec votre appartement. Vous n'avez pas de problème de réparation. Il y a toutes ces questions-là qui se posent. Où les charges sont à peu près similaires. On est de l'ordre du 500 $, 600 $. Mais le loyer est doublé. Votre loyer, aujourd'hui, il est à 3 000 $ dans des appartements type one bedroom. Donc, vous faites un revenu net qui est minimum 2 fois supérieur à la rentabilité que vous avez en France. On arrive à atteindre très facilement du 5, voire 6% sur ces quartiers-là. C'est moins vrai sur Manhattan. Alors que le maximum que j'ai vu à Paris, c'est de l'ordre de 3% pour les mêmes montants investis. Donc, effectivement, le fait de ne pas avoir un pied sur le marché, ça peut rendre les gens un petit peu frileux, mais la rentabilité est là, le marché est là, le dynamisme du marché de New York n'est absolument plus à prouver. C'est un marché qui traverse les crises, quelles qu'elles soient. En tant que propriétaire et multipropriétaire à New York, je le sais, pour vous donner une idée, même le Covid et ce qu'on a craint être la fuite des locataires, vous négociez avec votre locataire une réduction du loyer d'une centaine ou peut-être de 200 $, et votre locataire reste. Donc, les problèmes de vacancy, ce qu'on a appelé pour les landlords de New York, ne concernent pas les petits propriétaires. Pour vous donner une autre idée de ce qui se passe dans l'évolution de la ville de New York, des quartiers comme Hell's Kitchen, qui sont donc sur Manhattan, sur lesquels les gens ont parié il y a 15 ans, qui n'étaient pas des quartiers où on aimait se balader beaucoup, pour des raisons évidentes, ce sont des quartiers aujourd'hui où les gens qui ont investi sont devenus millionnaires. De la même manière, des quartiers beaucoup plus established, donc très, très, très résidentiels, où il y a d'ailleurs une très, très belle communauté française comme Carroll Gardens, Park Slope, qui sont le début de Brooklyn, quand on est juste à la sortie du pont depuis Financial District. Ce sont des quartiers où les gens ont fait x2 sur leur maison. On parle d'un investissement à 1,5 million, 2 millions. Aujourd'hui, ces maisons se vendent 4 millions de $.
Voilà pour vous donner une idée à peu près de la rentabilité et sur 10 ans. À titre personnel, je peux vous donner la rentabilité maximale que j'ai vue sur un appartement. Donc, étant un investisseur, j'avais peut-être eu un petit peu de nez, mais ça se trouve encore. C'est rare, mais ça se trouve. Un appartement que j'ai acheté 900 000 $ à New York il y a 5 ans a été pricé à 1,2 million dans la même partie du condo de l'autre côté. Donc, c'est exactement le même appartement, duplex avec jardin. Ça se loue aujourd'hui 6 500 $ par mois pour 500 $ de charges mensuelles. Ça veut dire que vous êtes sur une rentabilité à 8%. C'est énorme sur de l'immobilier. C'est des biens d'exception. Ça se trouve, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut se faire. Ce que je peux vous dire enfin pour essayer de clôturer sur l'aspect immobilier et le comparatif New York-France, il y a énormément d'avantages que les Français ignorent, évidemment, quand on compare les marchés américains et français. Le premier auquel je pense, c'est la protection du propriétaire. En France, on est très protecteur du locataire. Aux États-Unis, les rares lois qu'on voit progresser, comme la réglementation OSE, qui ont tendance à protéger le locataire, sont absolument pas de la dimension de ce qui se fait en France. Vous avez une liberté dans la fixation des loyers. À partir du moment où vous donnez 3 mois de notice, vous pouvez décider d'augmenter votre loyer de 10% si vous avez envie d'une année sur l'autre. Bien sûr, être sur le bon type d'appartement, donc on privilégiera ce qu'on appelle les condos. Toutes ces petites précisions sont des choses que je peux aborder beaucoup plus dans le détail à partir du moment où on se fait un call et on a le temps de poser une conversation, évidemment. Mais il est extrêmement important pour les futurs propriétaires de comprendre que la liberté dans la fixation des loyers, que le fait qu'au premier non-paiement, votre locataire, on lui demande de partir, que la gestion à distance se fait avec des management companies et des départements qu'on a donc, au niveau des équipes de Barnes qui font ça très bien. Tous ces avantages-là, en plus de la rentabilité, se cumulent pour, à mon sens, faire dire qu'il est presque moins intéressant d'investir aujourd'hui en France dans de l'immobilier que sur le marché américain, que ce soit avec l'Enquire ou dans l'immobilier classique à New York, si ça vous intéresse aussi. Dernière petite précision, je vais terminer avec ça. Quand on achète et qu'on veut revendre un bien locatif, en France, on est soumis à l'imposition sur la plus-value. À moins d'avoir que de biens, entre guillemets, et d'arriver à switcher sa résidence principale pendant 6 mois pour essayer de bénéficier d'une réduction ou d'une annulation totale de la plus-value, vous allez être imposé sur la plus-value. Aux États-Unis, vous avez la possibilité de ne pas être imposé du tout, en tout cas dans l'État de New York. Je ne connais pas bien la réglementation des autres États, mais je pense que c'est assez général dans le pays. Vous jouez avec un article qui s'appelle le 1031, qui fait que vous allez réinvestir la monnaie que vous avez récupérée de la vente de votre bien immobilier locatif, et vous la réinvestissez dans des biens similaires. Cet argent-là, cette plus-value-là, et le montant total de réinvestissement n'est pas taxé. C'est 0%. Donc, si vous achetez un appartement à 500, 600 000, que 5 ans après, vous le revendez avec la plus-value dont on parle, puisqu'il y a des augmentations dans ces quartiers-là de 25 à 30% en 5 ans, mettons, vous avez atteint 750 000. Vous allez développer un portfolio de propriété qui va être doublé, puisque vous allez réinjecter la moitié des 750 000 dans 2 nouvelles unités et éventuellement récupérer un refinancing avec une banque, que ce soit en France ou aux États-Unis. Ça aussi, on peut en discuter, c'est les aspects financiers un peu plus techniques. Et vous allez pouvoir, comme ça, doubler votre portefeuille de propriété en l'espace de 5 à 10 ans, avec des revenus qui vont générer le remboursement des emprunts éventuels. Il y a des mécanismes absolument fabuleux entre la finance et l'immobilier à New York pour arriver à se créer un matelas de sécurité et des revenus de passive income, qui sont exactement la même stratégie que ce que Pierre propose, qui sont aujourd'hui, je pense, les choses essentielles dont les personnes ont besoin pour s'assurer une vie agréable, paisible et éventuellement plus de vacances. Voilà, j'ai essayé d'être concis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Et je n'ai pas empiété sur les plates-bandes fiscales de notre ami Michael, mais il y a aussi d'énormes problématiques fiscales qui se posent dès qu'il y a de l'investissement immobilier. Je serais ravi d'y répondre dans le futur. Continuez à poser vos questions, on les voit. On va répondre à l'intégralité de vos questions, donc continuez de les poser. On va peut-être donner la parole à Michael et puis qui va partager son écran. Et Michael, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci French Morning et merci pour vos présentations, Joachim et Pierre. Aujourd'hui, j'ai entendu pas mal de choses sur la rentabilité, mais faut-il encore maintenir cette rentabilité en optimisant sa situation d'investissement du point de vue fiscal? Donc, je m'appelle Michael Van der Mael, je suis un avocat au sein du cabinet Carlton Fields, basé à Miami. Je spécialise en droit fiscal, le droit des affaires et le droit des successions internationales. Aujourd'hui, je vais vous parler des considérations fiscales et juridiques pour des non-résidents US, et je répète, des non-résidents US qui souhaitent investir dans l'immobilier aux États-Unis. Donc, je représente des clients non-résidents
non américains qui veulent investir dans un bien immobilier comme une seconde résidence de vacances, un bien d'investissement qu'il va mettre en location. Et puis, je représente aussi des personnes physiques à budget bien plus important ou des fonds d'investissement qui veulent regrouper des budgets bien plus importants pour acquérir un nombre de biens immobiliers, que ce soit des lots du style d'actifs comme présentés par l'Enquire, ou que ce soit des maisons résidentielles ou commerciales ou des activités commerciales aux États-Unis. Pour clarité, on ne représente pas l'Enquire ou autre, et ils ont des projets intéressants à vous proposer qui sont plutôt dans l'aspect de participation dans le levée de fonds. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter plutôt sur la base d'un investisseur, un particulier qui veut investir dans l'immobilier aux États-Unis, que ce soit en nom propre ou via une structure d'investissement. Et c'est là où j'interviens, c'est sur le conseil juridique pour des non-résidents qui veulent investir aux États-Unis. La question, c'est comment dois-je investir pour optimiser les aspects fiscaux aux États-Unis. Avant d'initier ma présentation, je veux vous parler un peu du cabinet Carlton Fields. Carlton Fields est un cabinet américain multidisciplinaire. Nous avons plus de 330 avocats aux États-Unis, basés dans les plus grandes villes. Nous sommes principalement basés en Floride et moi-même, je suis basé à Miami. Nous offrons un nombre de conseils sur différents critères, etc., pour nos clients non résidents qui veulent s'implanter, faire affaire ou investir aux États-Unis. Et je vous présente tout simplement quelques critères ou réflexions clés pour nos clients internationaux où on présente des services aux entreprises, on présente des services d'immigration, des services fiscaux et des services immobiliers. Donc, on est vraiment un premier point de contact essentiel pour nos clients internationaux qui veulent s'implanter, faire affaire ou investir aux États-Unis. Donc, pour initier ma présentation concernant l'investissement aux États-Unis pour des non-résidents, il faut tout d'abord identifier qui est un non-résident pour les questions d'impôt sur les revenus aux États-Unis. Donc, un non-résident américain, c'est une personne qui remplit les 3 conditions listées sur la slide ici, c'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas citoyen américain, c'est une personne qui ne détient pas la carte verte, et c'est une personne qui va peut-être passer du temps sur le territoire américain sous un ESTA ou un visa non immigrant comme un visa J1, L1, E2 qui sont les plus répandus chez nos clients européens et qui passent un certain nombre de jours sur le territoire américain. Je ne vais pas rentrer en détail dans l'explication du Substantial Presence Test qui est assez connu. Il faut simplement savoir que typiquement, la règle générale, c'est que si vous passez moins de 120 jours aux États-Unis par année, vous êtes considéré comme un non-résident. Si vous commencez à dépasser les 120 jours de moyenne, il faut vérifier chaque année ce test pour s'assurer si vous remplissez les conditions du Substantial Presence Test. Et il faut bien comprendre à distinguer qu'aux États-Unis, ce calcul se fait sur une base sur une période de 3 années, alors que dans de nombreux pays en Europe et d'autres pays, ce test se fait sur 1 an. Et donc, il faut faire très attention. Donc, pour récapituler, si vous êtes non-résident, vous êtes non-citoyen, non-carte verte et vous ne remplissez pas les conditions du SPT. Pourquoi est-ce important de comprendre cela? Parce que tout simplement, en tant que non-résident, vous êtes soumis à un régime d'imposition qui est différent de celui du résident américain. Il y a différents mécanismes de retenue à la vente de vos biens immobiliers, des impacts fiscaux qui sont différents, et donc il faut bien identifier la différence parce que les stratégies d'optimisation fiscale visent le non-résident et les implications fiscales liées à ce régime qui s'applique aux non-résidents. L'autre point d'analyse que nous offrons pour nos clients, c'est les aspects d'optimisation vis-à-vis des impôts sur les donations et les successions. Ici, il y a un test de résidence fiscale qui diffère comparé à celui des impôts sur les revenus. C'est un test qui est plutôt subjectif. Donc, il y a 2 éléments. Donc, on est non-résident si, bien sûr, on n'est pas citoyen US. Mais si on n'est pas citoyen US, il faut aussi démontrer que votre domicile n'est pas aux États-Unis. Et le domicile, c'est un critère technique, juridique, et il s'agit tout simplement de l'intention de résider de manière permanente et indéfinie aux États-Unis. Donc, si je prenais l'avion, j'arrive aux États-Unis,
et je mets le pied sur le territoire américain et je me dis, voilà, j'ai l'intention de vivre ici pour le restant de ma vie aux États-Unis, techniquement, vous avez établi un domicile aux États-Unis. C'est un test subjectif. Par contre, du point de vue pratique, en cas de décès, les autorités fiscales américaines vont identifier, analyser des critères plutôt objectifs. J'ai listé quelques critères ici, mais l'ensemble de ces critères vont faire en sorte ou déterminer si vous êtes considéré comme domicilié aux États-Unis ou non. Par exemple, votre statut d'immigration. Avez-vous une carte verte ou un visa non-immigrant? Combien de jours passez-vous aux États-Unis? Quels sont vos liens économiques, familiaux, sociaux, politiques, etc. Donc, en fonction de ces critères-là, vous pourrez être éventuellement considéré domicilié aux États-Unis. Pourquoi est-ce important de savoir si vous êtes classifié comme un résident ou non résident pour les successions et les donations? Encore une fois, c'est la même chose. Il y a deux régimes d'imposition. En tant que contribuable américain, en cas de décès, les États-Unis peuvent imposer votre patrimoine mondial, imposé à des taux de 18 à 40%. Et par contre, vous bénéficiez d'une exemption d'un abattement très important en tant que contribuable américain, qui est actuellement très proche de 13 millions de dollars. En tant que non-résident, vous êtes soumis à une imposition sur les droits de succession seulement sur votre patrimoine américain, donc votre patrimoine immobilier, mais peut-être d'autres actifs financiers que vous auriez aux États-Unis, soumis à des taux d'imposition de 18 à 40%, mais votre abattement est bien plus faible, limité à 60 000 dollars. Donc, quand vous investissez dans l'immobilier aux États-Unis et que vous avez des montants au-delà de 60 000 dollars, il faut faire attention à la manière à laquelle vous investissez aux États-Unis, parce qu'en cas de décès, l'impact peut être très important. Et c'est là où j'interviens. Comment structurer vos investissements pour minimiser l'impact sur les droits de succession? Donc, on offre un conseil vraiment qui est sur mesure. On regarde les critères clés du client, ses objectifs. Et quand il s'agit des considérations fiscales, on regarde aux éléments suivants. Et on essaye d'optimiser. Donc, en rouge, vous allez voir certaines mentions. Ça, c'est le résultat, on va dire, qui n'est pas désiré. Et ce en vert, c'est le résultat qu'on recherche à accomplir pour nos clients, qui est le meilleur résultat. Donc, quand il s'agit d'impôt sur les revenus, on parle des revenus locatifs et on parle aussi des plus-values de revente. Lorsqu'on est non-résident, la règle, c'est qu'il y a une retenue de 30% sur les revenus locatifs bruts quand vous investissez aux États-Unis et que vous avez des revenus locatifs. Avec une certaine planification, vous pouvez obtenir un meilleur résultat qui est un revenu locatif imposé à des taux progressifs de 10 à 37%. Et en plus, vous pouvez déduire un nombre de charges qui peuvent réduire la base imposable aux États-Unis sur vos revenus locatifs. Quand il s'agit d'impôts sur les plus-values, on en a parlé tout à l'heure, il y a typiquement deux régimes d'imposition. Si vous maintenez le bien pendant moins d'un an et que vous le revendez en moins d'un an, vous êtes imposé à des taux progressifs ordinaires qui sont de 10 à 37%, ce qui n'est pas nécessairement le meilleur résultat. Par contre, si vous maintenez le bien pendant plus d'un an, vous pouvez obtenir un résultat qui est meilleur du fait que vous bénéficiez des capital gains rates, des taux préférentiels qui varient entre 0 et 20%. Et puis, le troisième point de réflexion important, c'est la retenue FERPTA. Alors, qu'est-ce que FERPTA? FERPTA, c'est un mécanisme de retenue mis en place par les autorités fiscales américaines qui vise à s'assurer que le non-résident paie son minimum d'imposition sur la revente de son actif immobilier. Alors, si FERPTA, les retenues FERPTA s'appliquent au moment de la revente, il faut comprendre que c'est une retenue de 10, souvent 15% du prix de vente. Et je répète, du prix de vente. Si on planifie en amont, on peut obtenir un meilleur résultat, soit éviter complètement la retenue FERPTA, ou au minimum payer le montant d'imposition réel, qui pourrait éventuellement être les capital gains rates sur la plus-value de revente, qui est de 0 à 20%. Donc, ce sont différents éléments auxquels on présente à nos clients, on essaye d'optimiser via une structure qu'on crée pour un client. Et donc, peut-être investir en direct ou indirect, ça permet une certaine optimisation de votre situation en termes d'impôt sur les revenus. En termes d'impôt sur les donations et les successions, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, je crois que pour nos clients qui maintiennent un bien patrimonial, qui vont le maintenir pour le long terme et qui ont un risque de décéder, donc les clients non résidents qui risquent de décéder
maintenant un actif immobilier aux États-Unis, cette personne risque, en cas de succession, un impact assez important puisque le taux maximum est de 40% d'imposition avec un abattement très faible de 60 000 $. Donc, pour un investissement d'1 million de dollars, sans planification, on parle d'un impact de 350 à 400 000 $ d'imposition aux États-Unis qui peut être assez important. Sachez que ça, c'est les règles de base, mais en fonction de votre domicile, votre résidence fiscale en tant que non-résident en dehors des États-Unis, il existe différentes conventions fiscales dans leur application qui peut optimiser ce résultat et avec notre aide, nous pouvons vous accompagner à identifier si la convention fiscale du pays de votre résidence peut résulter à un meilleur résultat ou à l'inverse, regarder à une structure d'investissement qui peuvent complètement éliminer les droits de succession ou les minimiser. Donc là, j'ai abordé les critères, on va dire plutôt fiscaux, mais en dehors de ça, nous regardons aussi, puisqu'on offre un conseil sur mesure pour chacun de nos clients, les objectifs de nos clients qui sont plutôt à titre juridique. Donc on a parlé tout à l'heure, je crois que Joachim l'a soulevé et Pierre, c'est les problématiques de responsabilité civile. Voilà, j'ai un locataire qui vit sur mon bien, il y a un accident. Quelles sont les répercussions en cas de litige? S'il obtient un jugement, peut-il poursuivre le propriétaire du bien, saisir ses actifs personnels, etc. Donc, nous regardons à des structures qui permettent de protéger l'investisseur et le propriétaire de ce type de problématique. La vie privée, donc la confidentialité des investissements. Vous avez vu Pierre tout à l'heure qui vous a montré toutes sortes de data qu'il a pu obtenir sur de nombreux lots partout aux États-Unis. Quand vous achetez un bien en nom propre, toutes ces informations, le nom du propriétaire, etc., peuvent se trouver simplement en tapant sur Google le titre du bien, l'adresse, etc. Nous, on peut planifier et structurer l'investissement pour apporter une certaine confidentialité à l'investisseur. Et bien sûr, on fait ça pour des raisons légitimes. On a des clients dans l'Amérique du Sud qui ont des peurs, par exemple, de kidnapping, ces choses-là. Donc, ils veulent obtenir une certaine discrétion d'investissement. Ensuite, le coût. Donc, quand vous allez acheter un bien, vous pouvez l'acheter, bien sûr, en nom propre. Donc, il n'y a pas vraiment une structure intermédiaire pour acquérir votre bien. Donc, les coûts, peut-être, sont très faibles. Mais si vous voulez planifier et structurer pour optimiser votre situation, on regarde aussi au coût de création, de maintenance de l'entité juridique et le coût comptable sur le long terme. Et puis, dernier point, on a parlé des droits de succession, mais il y a aussi cette procédure de probate. C'est une procédure administrative de succession aux États-Unis. En résumé, il s'agit, en cas de décès, d'une procédure qui requiert l'intervention d'un membre de la famille qui se présente comme exécuteur, exécutrice de la succession. Ça se fait devant un juge, devant un tribunal aux États-Unis. On doit présenter l'inventaire des actifs situés aux États-Unis, payer toute créance en cours potentiellement, et puis éventuellement, avec un tampon du juge, un ordre, distribuer l'actif selon les souhaits du défunt, un testament, ou à l'inverse, selon les lois établies dans la juridiction ou l'État où se trouve le bien immobilier. Cette procédure peut être longue et coûteuse, geler l'actif pendant cette période de temps, et il y a des moyens de planifier pour complètement éviter, éliminer cette procédure de succession aux États-Unis via certaines mises en place de structures. Donc voilà, ce que moi je fais, c'est que j'accompagne mes clients non américains à choisir le meilleur véhicule pour investir aux États-Unis, à savoir qu'il y a de multiples options. J'en liste ici quelques-unes et puis on peut combiner ces options pour obtenir différents résultats pour chacun de nos clients. Il n'y a aucun résultat qui est parfait, mais en fonction des besoins du client, donc un client qui va peut-être me dire « Voilà Michael, je suis âgé, je vais maintenir ce bien jusqu'à la fin de ma vie et donc les problématiques successorales, c'est quelque chose d'important pour moi. » On va planifier dans le but d'essayer de minimiser l'impôt sur les successions. On va planifier pour éviter les procédures de succession, etc. À l'inverse, j'ai peut-être un client qui est beaucoup plus jeune, 25, 30 ans, qui va investir dans un bien immobilier, le revendre sur 5 ans. Il est peut-être moins concerné par les problématiques de succession et lui, il veut vraiment optimiser la plus-value de revente et l'impact fiscal lié au revenu locatif. Donc, on va vraiment regarder aux critères personnels du client
et proposer des structures ou des options d'investissement selon le besoin. Alors, un point clé d'importance, typiquement, il est préférable de mettre en place la structure et de parler avec quelqu'un comme moi-même avant le closing pour éviter, bien sûr, des conséquences fiscales liées à une potentielle restructuration après avoir acheté le bien en nom propre. Il y a des coûts supplémentaires du point de vue légal et potentiellement des conséquences fiscales liées à cette restructuration qui ne sont pas souhaitées. Donc, l'idée, c'est de mettre en place, réfléchir à la structure d'acquisition, amener le capital d'investissement via votre structure, et c'est avec cette structure que vous allez acquérir le bien ou votre investissement aux États-Unis. Donc, à se rappeler, avant le closing, c'est le meilleur moment pour faire tout ça. Alors, encore une fois, j'offre une planification sur mesure. Il n'y a aucune solution qui est optimale, mais en fonction des choses sur lesquelles on s'appuie, ou du moins on pose des questions à nos clients, c'est les considérations fiscales et juridiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais aussi où se trouve l'investisseur étranger, dans quel pays, parce qu'il y a peut-être des conventions fiscales qui jouent en leur faveur, leurs objectifs d'investissement, comme je l'ai mentionné, un achat-revente qui est assez immédiat, ou plutôt un bien patrimonial qui va rester pour le long terme, qui seraient éventuellement les héritiers, les bénéficiaires, s'ils sont américains, non américains, une certaine structure serait peut-être préférable, la santé et l'âge de l'investisseur, etc. Et puis, un gros point, c'est que le conseil, c'est pour des non-résidents, et on n'est jamais à l'abri d'un non-résident qui planifie, qui met en place une telle structure et qui ensuite s'établit et établit une résidence fiscale aux États-Unis. Il faut aussi prendre cela en compte si cette personne souhaite éventuellement venir s'implanter plus tard aux États-Unis et de créer quelque chose qui est peut-être maniable, une structure qu'on peut dénouer plus tard pour cet événement. Donc ici, je vous présente le cas typique détention directe, le non-résident américain qui investit en nom propre dans un bien immobilier. Ce type de structure, on la conseille pour certains de nos clients, pour d'autres non, mais ici, je vous liste rapidement les avantages, désavantages. Comme je vous ai dit, il n'y a jamais une structure qui est parfaite, mais en fonction du besoin du client, ça pourrait être quelque chose d'idéal. Donc, si vous regardez sur la droite, impacts fiscaux, l'impôt sur les revenus, on peut obtenir un très bon résultat parce que le non-résident, s'il obtient un numéro d'identification fiscale et fait une déclaration d'impôt et soumet une déclaration d'impôt aux États-Unis, il peut obtenir le meilleur résultat sur les revenus locatifs, c'est-à-dire une imposition sur les revenus nets, déduite toutes les charges, et être situé à une imposition sur les barèmes qui varient de 10 à 37 actuellement. Par contre, quand il s'agit d'impôt sur les donations, si le non-résident, on va dire père, qui vit en dehors des États-Unis, veut transférer le titre du bien à son fils, ce transfert est considéré comme une donation aux États-Unis et éventuellement soumis à un impact fiscal vis-à-vis des donations, et en fonction de la valeur du bien et la valeur du montant transféré sous forme de donation, l'impact pourrait être jusqu'à 40% d'imposition. Donc ce n'est pas le meilleur résultat si cette personne veut envisager des donations plus tard à leurs enfants. Impôt sur les successions, de même, si la personne décède aux États-Unis, décède en dehors des États-Unis maintenant ce bien, il y a un impact potentiellement de 40% sur la valeur du bien, qui est un impact assez sérieux. Et puis, en cas de revente du bien, cette personne va être soumise aux règles de retenue FIRPTAC, qui est aussi un mécanisme de retenue qui n'est pas intéressant et on peut l'éviter avec une planification. À gauche, il y a certaines choses intéressantes. Bien sûr, c'est le coût. Il n'y a pas vraiment de structure, donc l'investissement en termes de coût de structure de maintenance est faible. C'est important aussi. Et comprendre qu'un autre désavantage vis-à-vis du point de vue juridique, on va dire, c'est la procédure de probate qui devra être mise en place en cas de décès, c'est-à-dire que la famille étrangère du défunt va devoir contacter un avocat aux États-Unis comme moi-même pour établir cette procédure afin de transférer le titre au nom des bénéficiaires. Si, avec une certaine planification, on peut éviter ce type de problématique. Rapidement, ici, c'est une autre structure que je vois souvent, qu'on conseille à nos clients, c'est l'investissement via une LLC, une Limited Liability Company. Lorsqu'il y a un membre détenu à 100%, du point de vue de la fiscalité américaine, cette entité est classifiée comme une entité non existante. Et pour toute incidence fiscale, c'est comme si le non-résident recevait les revenus nets
et doit payer des impôts sur les revenus nets directement du bien immobilier. Je mentionne sans rentrer dans les détails que l'avantage d'interposer une LLC, ici c'est en gras en noir, on obtient une certaine procédure juridique vis-à-vis de la LLC, puisque c'est une entité qui permet à l'investisseur non résident d'avoir une responsabilité dite limitée. Ça, c'est un avantage sur la détention directe. Mais faut-il encore maintenir les formalités d'une LLC? Il y a certaines choses qu'on doit faire, avoir un compte bancaire, ne pas mélanger ses fonds propres avec les fonds de la société, ce que je vois très souvent chez mes clients non résidents. On peut obtenir une certaine confidentialité de l'investissement, puisque la LLC, en fonction de l'État où elle est établie, les registres publics ne requièrent pas certaines informations vis-à-vis de l'actionnaire ultime, bénéficiaire ultime, et puis la procédure de probate peut éventuellement être éliminée si on interpose une LLC. Donc là, c'est deux exemples de structures, mais bien sûr, nous avons d'autres options clés qui peuvent répondre à de nombreux autres critères ou souhaits, on va dire, vis-à-vis de nos clients étrangers. Et comme vous pouvez le voir, même une LLC ne résulte pas des bons résultats en termes d'impôt sur les successions. En cas de décès, les parts de la LLC sont soumises à une imposition et donc la valeur de cette LLC, c'est vraiment ce qui est à risque et tous les biens détenus aux États-Unis. Avec une certaine planification, on peut éviter les droits de succession, bien sûr, mais faut-il encore planifier en amont? Donc, voici ma présentation, mes coordonnées et je vais laisser la parole à Romain pour la suite des questions. Je crois qu'on a certaines questions pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Michael. Si jamais on remettra encore les QR codes un peu plus tard pour que vous puissiez les scanner. Alors, on a dépassé un peu l'heure, donc je crois qu'on a un hard stop à 13h15. Donc, on va essayer de répondre aux questions le plus rapidement possible. On va les prendre dans l'ordre pour remercier ceux qui ont posé des questions tout de suite et rapidement. On a un premier auditeur anonyme qui nous demande quel type de garantie offrez-vous aux investisseurs pour protéger leur investissement? Si des problèmes environnementaux ou de zonage sont découverts après l'achat, quelle est votre politique? Et on a aussi, quelle est la politique si le terrain n'est pas vendu au bout de 365 jours? 3 questions en une pour toi, Pierre. C'est parti. Allez. Alors, quel type de garantie on offre? Alors, je ne vais pas appeler ça des garanties, mais je vais appeler ça des sécurités, des minimisations de risques. Donc, notre politique est d'estimer un potentiel investissement. Bien sûr, dans chaque investissement, il y a un risque, mais nous achetons nos terrains à 50% du prix du marché. Nous savons que le prix du marché est à $100 000, disons. Et donc, en fonction de l'offre, disons que le terrain ne se revend pas. Je vais répondre à 2 questions en une. Le terrain ne se revend pas en 1 an. Au bout de 4 ans, si le terrain n'est toujours pas revendu, l'investisseur ou bien en joint venture, il va devenir propriétaire, donc seul propriétaire de biens immobiliers. Donc, il a un collatéral, son argent a été placé sur de l'immobilier, sur de la terre ou sur une maison qui a une valeur, qui peut être relouée, qui peut être construite, dans le cas de la terre, qui peut être, qui a une valeur auprès d'une banque, dans un patrimoine immobilier. Donc, le collatéral, c'est l'immobilier derrière ces offres. Maintenant, donc disons qu'on a acheté à 50 000, on place à 100 000. Eh bien, on a vu que le potentiel de profit est de 35%, divisé en 2 avec les investisseurs, ça fait 17,5 chacun. Eh bien, si au final, c'est à partir de 6 mois, on va commencer des réductions de prix chaque 2 à 3 mois de 5-10% du prix du marché pour accélérer la revente. Et si par exemple, on a revendu à un prix qui ne permet pas un retour sur investissement de 17,5 pour l'investisseur et pour l'enquire, eh bien, c'est l'enquire qui va prendre à sa charge la perte, le manque à gagner plutôt, sur l'opération. Sachant que nous avons un portefeuille de 160 terrains, on peut se permettre, parce qu'on sait que ça va arriver, des terrains sur 160 terrains, peut-être 5-6 terrains, où
ils vont se revendre en dessous du prix qu'on avait estimé pour quelconque raison, eh bien, nous allons prendre la perte, le manque à gagner en diminuant nos profits et en assurant des profits pour l'investisseur, au moins ce qu'on avait estimé durant la levée de fonds. Donc, c'est la sécurité, on va dire, qu'on va proposer à nos investisseurs, c'est de prendre la responsabilité d'un manque à gagner sur une opération. Quelle était la deuxième question encore ? On avait sur les problèmes environnementaux ou de zonage. Oui, alors si, normalement, enfin, c'est pas normalement, dans nos systèmes, avant de closer une parcelle ou un bien immobilier devant un notaire, nous avons une période de due diligence où nous allons faire toutes les études auprès de l'urbanisme et des professionnels locaux pour être sûr et certain que le terrain est constructible, de savoir le zoning, de connaître l'étude de sol, pour savoir ce qu'on peut construire dessus, faire un diagnostic assainissement. Voilà, sur 99% des cas, le terrain est constructible, exploitable et le bien est vendable. Si cela arrive, eh bien, nous avons une société qui s'appelle l'Enquire Acquisition LLC qui a fait ses propres opérations et qui a ses propres biens. Eh bien, nous allons tout simplement retirer ce bien de l'offre, le remplacer par un bien équivalent en termes de prix d'achat et de potentiel profit, et nous allons le placer sur l'offre dans laquelle nos investisseurs ont investi, sachant que chaque offre a une société bien définie pour éviter les liabilities. Parfait. Tu parlais de 900 nouveaux habitants en Floride. C'est par jour ou par mois? Par jour. Encore mieux. Par jour. Alors, un auditeur anonyme qui nous dit je sais que vous achetez et revendez vous-même. Vos marges sont très intéressantes. Avez-vous votre licence de broker en Floride, car cela pourrait aider à minimiser vos coûts à la revente et à l'achat et optimiser vos marges, mais j'imagine que vous y avez déjà pensé. Exact, et c'est le cas. En fait, on a l'un des membres de l'équipe qui a sa licence d'agent immobilier, donc broker en Floride, et nous passons la vente des biens sur sa licence. Donc, ça permet d'économiser 3 à 6%, enfin, c'est 6%, 6, 7, 8% sur des maisons à 200, 300 000 $. Donc, sur la revente, sur les charges, les selling expense. Donc, oui. Alors, je pense que tu y avais répondu peut-être, mais on peut en reparler. Sur le projet Manufacture Portfolio 5, sur vos estimations conservatrices, combien vont dans la poche des investisseurs et combien vont dans la poche de l'Enquire et en combien de temps de façon conservatrice? Alors, au niveau du partage des profits, donc, il y a les premiers 8% de profits nets qui sont en priorité pour les investisseurs. Disons qu'on fait 38% de profit sur l'opération au total. Donc, on va donner les premiers 8% aux investisseurs et le restant des 30% va être divisé à un partage de profit à 70-30. Donc, il y aura 20% pour les investisseurs et l'Enquire aura 10% de profit. Sur la période au niveau du portfolio 5, vu que entre l'achat du terrain et la revente de la maison, il peut se passer 4 à 5 mois et que nous avons 10 maisons sur cette offre et que nous avons déjà acquis les terrains, on a déjà avancé les fonds pour acquérir les terrains et faire les surveys et les études, nous sommes bien avancés, donc on peut estimer un temps de revente de la totalité du portefeuille sur 12 mois conservateur. Parfait. Je pense que c'est sur les Manufacture Home. Ouais. Qui est responsable de la construction des maisons sur le terrain? Nous avons des JC, donc des General Contractors, qui sont des constructeurs locaux. Donc, sur chaque ville, nous travaillons avec un constructeur qui a 20-30 ans d'expérience, qui connaît très bien le marché, qui sait faire avancer les démarches, le permis de construire, qui connaît bien le county, qui a ses entrées un peu partout et qui a déjà fait plusieurs maisons de ce type dans la zone. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous dit, pour l'obtention des parts chez l'Enquire, je vois que vous avez atteint votre objectif de 3,5 millions qui était l'objectif de base.
Donc, félicitations pour ça. Je vous suis depuis un bon moment. Je vois que vos investisseurs suivent et vos levées sont rapides. Je crois en votre business model. Cependant, j'aimerais investir au mois de juin. Est-ce que cette offre sera toujours disponible pour la série A? Très bonne remarque et ça tombe bien que vous en parlez puisque la série A, en fait, nous avons décidé d'étendre la série A parce que notre objectif de base était de 3,5 millions. On l'a étendu à 5 millions puisque nous allons passer en série B dans les mois à venir, qui est prévue pour juin-juillet. Et cette série B, en fait, sera réservée exclusivement aux institutionnels et aux investisseurs accrédités. La série A, nous avons ouvert à monsieur et madame tout le monde, des investisseurs non accredited, qui veulent acheter des parts à un ticket d'entrée minime à 100 000 $. La série B sera une levée de 30 à 40 millions, ces eaux-là, avec un ticket d'entrée à 1, voire 5 millions de $, par des institutionnels, dont des venture capital, des hedge funds, des family office, des business angels qui souhaitent acquérir des parts d'une société qui est un peu plus mature. Donc en série B, en général, c'est 2 à 3 ans après la création de la startup. Donc, si vous souhaitez acquérir des parts de la société Landquire au plus bas de sa valorisation actuelle, eh bien, le moment, the time is now. It's not going to be tomorrow. Voilà. Alors, Thomas nous demande, y a-t-il des tickets d'entrée plus bas pour les projets? Je crois que c'est entre 25 et 50 K à chaque fois. Ouais. Est-il possible d'investir via sa société? Depuis la création de Landquire, le ticket minimum que nous avons proposé, c'est 25 000 $. Et je pense que cela va le rester, puisque c'est vrai qu'en descendant le ticket, on augmente la possibilité d'attirer plus de monde, mais c'est aussi beaucoup de gestion, dans la gestion administrative, légale et aussi la gestion clientèle et relationnelle. C'est augmenter sa charge de travail pour un peu moins de résultats, on va dire, financiers. Donc, non, ce n'est pas prévu, en tout cas pas pour l'instant, de faire du crowdfunding ou de descendre le ticket en dessous de 25 000 $. Et oui, c'est possible d'investir au nom de votre société américaine. Voilà, nous créons des LLC pour nos investisseurs aux États-Unis, ou bien vous pouvez aussi investir au nom de votre holding ou de votre société française ou n'importe où dans le monde. On a un auditeur anonyme qui nous demande de combien est le ticket d'entrée pour le projet en portfolio des Manufacture Home? 50 000 $. Un autre auditeur qui nous demande quels sont vos concurrents sur le marché et comment positionnez-vous par rapport à eux? Alors, nous avons AcreTrader et Fundraiser, qui sont des plateformes d'investissement passifs aussi dans la terre agricole. En fait, ils vont acheter des terres agricoles, les relouer à des fermiers et là, ils vont offrir des rentabilités à leurs investisseurs. Donc, le ticket d'entrée est beaucoup plus bas. On est sur du 1 000, voire 5 000 $. Par contre, les fonds sont bloqués pendant 5 à 10 ans avec un retour sur investissement annuel aux alentours des 7-8%. Donc, nous, on se positionne avec des rentabilités beaucoup plus intéressantes et sur des timings, bien sûr, beaucoup moins importants, avec une possibilité de cash out votre investissement. Une fois que les biens seront revendus, vous avez le choix entre réinvestir sur d'autres offres ou bien récupérer les fonds sur votre compte. Donc, il y a plus de liquidité et de vélocité sur ce type d'investissement avec Landquire. Alors, on a un auditeur anonyme, ça fait toujours plaisir, je vais le dire. Cette présentation est complète grâce à la qualité des intervenants. Bravo, cela donne envie d'investir aux États-Unis en étant bien entouré. On peut faire de belles choses. Eh ben, avec plaisir. Alors, on a une autre question. Quel type d'impôt pour les investisseurs Landquire? Les revenus sont-ils considérés comme des impôts sur de la plus-value ou des revenus ordinaires comme des revenus locatifs? Michael, est-ce que tu veux répondre à cela? Alors, je vais répondre à notre manière de faire. Après, je vais laisser Michael confirmer ou
peut-être débattre sur, sur notre manière de faire. Nous, ce qu'on propose à nos investisseurs, c'est de créer une LLC dans l'État du Wyoming. Donc, ça coûte $670 pour créer la LLC. C'est un service in-house chez Landquire. Une fois que la LLC est créée, nous allons demander le EIN number, qui est le numéro de paiement, enfin de taxpayer, pour payer vos taxes à la fin de l'année. Et les contrats donc, seront signés entre Landquire et la LLC au Wyoming. Il y a un taux d'imposition de 10% sur un revenu net. Par exemple, disons que vous investissez 100 000, vous faites $20 000 de profit net. Il y a 10% de taux d'imposition entre 0 et 9 990 $ de revenus. De 9 000 à 40 000 $, vous serez imposé à 11% sur cette somme. Et au-dessus de 40 000 $ jusqu'à 80, je crois qu'on est à 12%. Donc, en moyenne, ce sera entre 10 à 12% de taux d'imposition. Sachant qu'il y a des conventions de non-double imposition entre les États-Unis et la France de 1982. Et vous allez donc déclarer sur votre revenu, sur votre déclaration française, vos revenus mondiaux. Vous allez indiquer que vous avez payé, disons, 12% aux États-Unis. Et l'État français, si vous êtes sur une tranche d'imposition de 30% en France, va ponctionner le delta des 18%. Et ils vont ou bien être remboursés dans 2 à 3 mois, mais la plupart du cas, vous allez avoir un crédit d'impôt sur votre année en cours, c'est-à-dire que ces 18% vont réduire vos impôts français de ce montant. Donc, voilà, c'est comme ça que nous travaillons avec nos investisseurs, et je laisse Michael confirmer ou me dire « Pierre, mais pas du tout, tu es à côté de la plaque. » Non, je rigole. Non, Pierre, écoute, je ne peux pas vraiment répondre avec clarité parce qu'il y a beaucoup d'informations que je ne connais pas liées à vos structures, mais typiquement, si vous investissez dans une LLC et que les investisseurs participent dans une LLC, cette LLC est classifiée comme un partnership, c'est-à-dire que les revenus locatifs, plus-value de revente sont imposés par transparence aux actionnaires. Et si j'ai bien compris, Landquire est un actionnaire de cette LLC, potentiellement l'investisseur propre, je ne suis pas clair là-dessus. Mais si l'investisseur détient des membership interests dans la LLC, il serait éventuellement, obligé de faire une déclaration d'impôt aux États-Unis. Les revenus locatifs remontent sur sa fiche personnelle d'imposition aux États-Unis par transparence. Et donc, le caractère, si vous voulez, des revenus générés par la LLC, que ce soit des plus-values ou des taux ordinaires sur les revenus locatifs, vont remonter par transparence à l'investisseur. Mais je ne suis pas certain du tout si c'est clairement le modèle d'opération. Et puis, il y a un document clé qui dicte les règles du jeu quand on investit en tant qu'actionnaire dans une LLC, c'est le Operating Agreement. Ce document explique les règles du jeu, comment les profits sont divisés. Par exemple, un priority return de 8% serait indiqué dans ce type de document, etc. Donc, il faut évaluer ces choses-là. Le seul point que je dirais peut-être que j'ai cru comprendre, c'est que l'investisseur doit choisir sa méthode ou le mécanisme d'investissement dans la LLC américaine. Est-ce qu'il achète en nom propre? Est-ce qu'il interpose une société américaine ou une société en dehors des États-Unis ou un autre véhicule? Est-ce que ça a des avantages pour optimiser l'investissement Landquire? On peut y réfléchir, mais en tout cas, le point clé ici que j'avais mentionné tout à l'heure, les droits de succession en tant que non-résident, non-américain, s'appliquent non seulement sur un bien immobilier détenu en mode direct, mais aussi via une société, parce que les parts d'une LLC sont soumises aux droits d'imposition sur les successions aux États-Unis. Donc, éventuellement considérer une planification, mais savoir que en fonction du budget d'investissement, si vous investissez 30 000, 40 000, 50 000, vous êtes en dessous de l'abattement des 60 000 $. Mais si vous investissez des montants bien plus importants, maintenant, peut-être la réflexion de vous protéger sur les droits de succession et d'investir via une structure est à considérer. Et puis, ça dépend aussi de la durée de l'investissement. Donc, il faut demander à Pierre, est-ce que je vais récupérer mes fonds, l'investissement va être finalisé après 3 ans, 4 ans. Si je suis un jeune et que j'ai 25 ans, bon, les problématiques de succession, ça m'inquiète moins, mais
Si j'ai 60, 70, 80, c'est peut-être d'autres choses auxquelles il faudrait réfléchir. Voilà, j'espère que ça répond un peu. Mais il faut demander à Pierre, c'est eux qui structurent leurs investissements. Je n'interviens pas dans tout ça, mais on aide de nombreux clients comme l'Enquire à mettre en place des structures d'investissement, des levées de fonds. Et donc, je connais bien toutes ces modalités d'opération, etc. Voilà, donc vous l'avez bien compris, on a une préférence de base et au cas par cas, je vous invite à contacter Michael, voilà, en fonction de votre situation, de votre âge, de votre situation financière, familiale. Enfin voilà, il y a plusieurs détails à prendre en compte afin de prendre la meilleure décision. Donc, c'est pour cela aussi que Michael est présent dans ce webinaire. Je sais que d'ailleurs, tu dois bientôt partir, Michael. Donc, il n'y a pas de… voilà, si tu dois partir, tu te déconnectes à tout moment, il n'y a pas de problème. Et puis, on va quand même essayer de clôturer les dernières questions qu'on a. Voilà. Ok, donc, je vous laisse. Merci encore à tous. Merci, Michael. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et on se revoit tous très bientôt au panel. Et bonne journée à vous. Bien. Ouais, bye bye. Bonne journée. Au revoir, Michael. Merci. On a Emmanuel qui nous demande: peut-on avoir accès au replay? J'aimerais le partager. Alors, Emmanuel, tous les webinaires de French Morning sont enregistrés et disponibles à vie sur frenchmorning.com. Si vous êtes au Canada, c'est sur mauditfrançais.ca, qui est notre site à Montréal. Et puis, si vous êtes à Londres, c'est sur French Morning London, donc london.frenchmorning.com. Donc, vous cliquez webinaire ici, et là, vous voyez que vous avez tous les webinaires. Vous voyez déjà que on avait annoncé les webinaires ici avec Pierre. Et puis, vous pouvez voir tous les sujets qu'on a traités sur les dernières 4 depuis le premier jour du Covid qu'on est passé en format webinaire. Voilà. Ça te va bien les lunettes aussi, Romain? Merci. D'ailleurs, je ne sais pas où elles sont. Alors, quelles sont vos stratégies de développement pour internaliser vos process et minimiser vos coûts? Avez-vous pensé à créer une société de notaire ou une title company? Question d'un auditeur anonyme. Alors, cet auditeur anonyme a un espion dans notre société, je crois, parce que oui, nous sommes en train en ce moment de créer TitleQuire pour, en fait, c'est une société de notaires nationale aux États-Unis où on pourra travailler sur chaque État et closer nos propres deals avec notre propre société de notaires. Donc, ça nous permettra d'économiser les coûts, les closing costs à l'achat et à la revente. Donc, c'est un gain de 4 à 5% qui va bien sûr augmenter les profits à la fin de la transaction. Donc oui, c'est en cours. Parfait. On a encore 2 questions et puis on va clôturer ici. Ouais. Offrez-vous un customer service à vos clients une fois qu'ils ont investi chez vous? Oui, vous avez bien sûr la possibilité de nous contacter tout au long de l'investissement, mais en plus, nous avons un logiciel qui est un portail d'investisseurs. Vous avez un accès privé qui va détailler donc l'investissement que vous avez ou les investissements que vous avez réalisés, les offres, les biens immobiliers concernés, les commentaires et les updates, les mises à jour actuelles de la commercialisation des biens, les biens qui ont déjà été revendus, combien vous avez déjà reçu en termes de retour sur investissement. Donc, c'est un portail investisseur complet avec toutes les informations nécessaires voilà, le temps de votre investissement avec nous. Last but not least, on nous redemande comment on peut avoir des informations sur la série A. Alors, je vais répondre en action. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parfait. Voilà. Scannez les QR codes. Vous scannez les QR codes. Alors, le mien est juste ici, Michael, et bien sûr, Joachim. Voilà, on vous laisse 1 à 2 minutes pour les scanner, pour pouvoir voilà, avoir un peu plus d'informations sur la fiscalité, sur l'investissement immobilier sur New York ou bien sûr sur l'Enquire. Merci encore à tous les deux. J'espère… bon, Pierre, voilà, ça fait maintenant quelques années que
tu viens et que tu nous parles du développement pratiquement depuis le début, hein, d'ailleurs. Ouais. Donc, je pense qu'on a un rendez-vous dans quelques mois. Donc, on a hâte d'avoir des nouvelles des développements. Joachim, merci d'avoir pris le temps. C'était un plaisir de t'avoir pour une première fois sur un webinaire French Morning. Donc, tout ça, c'est disponible en replay. Vous n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, je pense que les gens ont mon email, ou si vous souhaitez proposer des sujets ou autre chose, rpoirot@frenchmorning.com. Vous retrouvez tout aussi sur nos comptes Facebook, YouTube, LinkedIn et Instagram. Merci. D'ailleurs, Romain, excuse-moi, oui. j'en profite pour annoncer notre venue à Manhattan le 8 juin pour un événement avec French Morning, justement. Donc, c'est au iStore à Soho, je crois. Bon, je pense que vous allez partager les informations avec votre base de données. Et le 9 juin, nous serons dans les Hamptons pour un autre événement. Voilà, 8 et 9 juin, donc Manhattan Soho le 8 juin et le 9 juin pour un déjeuner qui sera dans les Hamptons. On est en train de voir ça avec plusieurs restaurants, donc on pourra se rencontrer en physique. Merci encore, bon après-midi et à bientôt sur French Morning. Merci Romain, merci Joachim et à tout le monde, tous les participants. Merci Romain.